Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nouveautés quand même. Ça, c'est le premier point important qu'on va revoir au fur et à mesure. J'ai fait le panorama 2017 et un petit peu les années précédentes. Je vais axer le topo en deux choses. D'abord, les techniques pharmacologiques médicamenteuses, et il y aura une petite partie sur la chirurgie. Je parlerai un petit peu du cerveau virtuel après. Donc, le premier point, ça va être sur les nouveaux médicaments. Donc, bien sûr, je vous rappelle le contexte. On sait qu'il y a à peu près un tiers des patients qui, malheureusement, vont avoir des crises qui vont être résistantes aux traitements antiépileptiques déjà disponibles sur le marché. Donc, les études que je vais vous présenter maintenant sont bien sûr réalisées sur ces patients-là, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux thérapeutiques de première intention. Donc, au niveau actualité, ce qui ressort le plus si on regarde juste sur Internet, c'est bien sûr les dérivés du cannabis et le cannabidiol, ce qu'on trouve en premier. En fait, c'est pas si nouveau que ça, c'est décrit par Gowers au 19e siècle, et puis c'est utilisé depuis très longtemps dans l'épilepsie légère dedans. Et donc, en fait, le premier point qui est important, c'est qu'il faut bien distinguer les études cliniques qui concernent un des dérivés des phytocannabinoïdes qui sont trouvés dans les plantes de cannabis, et fumer les dérivés des plantes de cannabis, puisqu'il y a beaucoup d'autres dérivés qui sont présents et qui n'ont pas du tout les mêmes effets. L'autre point important, c'est que celui qui est utilisé dans l'épilepsie, c'est le cannabidiol et pas le fameux THC, puisque le THC a des effets psychiatriques qu'on veut éviter, bien sûr, comme effet secondaire dans ces cas-là. Donc c'est le cannabidiol qui est utilisé dans ces études cliniques. Donc, le principe de base, c'est qu'au niveau neurologique, on a des dérivés cannabinoïdes qu'on produit nous-mêmes. Alors, le premier point, c'est que nous, ce qu'on produit, c'est pas du cannabidiol. Donc, on produit d'autres dérivés. Et le deuxième point, c'est que ça agit comme d'autres neurotransmetteurs sur des récepteurs qui vont modifier la façon dont peut réagir une cellule à une décharge. Et donc tout par de là, en fait, aux États-Unis, il y a eu pas mal de buzz fait sur des cas d'épilepsie sévère chez l'enfant qui étaient guéris par des dérivés du cannabis. Et donc il y a eu des études qui, à partir de là, se sont développées pour essayer de mieux analyser ça à partir d'autre chose qu'un cas unique ou de quelques cas isolés, ce qui est important dans la démarche scientifique. Donc il y a eu une première grande étude en fait, qui a été réalisée en 2016, qui était un peu la précurseuse, et je vous présenterai plutôt celles qui suivent, pour voir si on pouvait utiliser du cannabidiol dans des épilepsies résistantes au traitement classique. Donc le premier point, c'est que c'est une population de patients particulière, puisque c'est des épilepsies très sévères. Vous voyez que c'est des patients qui avaient 60 crises par mois, donc c'est partie des crises des patients les plus sévères, avec deux syndromes surreprésentés. Le syndrome de Dravet et de Lennox-Gastaut, qui sont des syndromes sévères. Ces premières études n'avaient pas de groupe contrôle, donc c'était plutôt voir si on pouvait arriver à faire ça. Le premier point, c'est qu'on a quand même des effets secondaires. Ça, c'est pour battre un peu en brèche le fait que le cannabis, c'est naturel, donc il y a zéro effet secondaire. Il peut avoir des effets secondaires qui sont à peu près équivalents aux autres traitements antiépileptiques développés. Les gros problèmes, c'est somnolence, perte d'appétit, etc. Et au niveau des résultats, par contre, c'était encourageant, dans ce premier point, puisqu'il y avait une diminution de la fréquence des crises sous ce traitement-là chez ces patients qui étaient assez sévères. Il y en avait quelques-uns exceptionnels qui n'avaient même plus de crise, comme c'était décrit. Et donc, ça a encouragé à faire des grosses études, comme on les fait dans les médicaments antiépileptiques, on va dire classiques, pour voir si ça pouvait marcher. Et donc, il y a deux études qui sont sorties l'année dernière, dans des journaux très important en médecine. Un premier dans le syndrome de Dravet, qui est une étude qui est importante puisqu'elle a un schéma qui est bien au niveau scientifique, c'est-à-dire qu'elle est comparée à un placebo, que ni les patients ni les médecins ne savent si c'est le placebo ou le traitement cannabinoïde qui est pris, et donc c'est la méthode de référence pour ces méthodes. Donc le premier point, c'est que là encore, on est limité au syndrome de Dravet, qui est un des sous-types d'épilepsie très particuliers parce qu'il est extrêmement sévère et que là encore, on a des patients qui avaient essayé beaucoup de traitements et qui avaient beaucoup de crises par mois. On ne peut pas extrapoler ça à tous les types d'épilepsie, bien sûr. Et le résultat qui était intéressant, c'est qu'on avait une diminution par rapport au placebo d'environ 22% de la fréquence des crises. Donc ça, là encore, c'était encourageant chez des patients chez qui l'épilepsie était très résistante. Je vous rappelle quand même l'importance de faire des études comme ça. Dans le groupe placebo, il y avait 13% de diminution de la fréquence des crises. L'importance de bien contrôler les études pour avoir des résultats qui soient solides scientifiquement. Donc un premier point dans le Dravet. Il y avait également
une impression clinique des accompagnants qui était plutôt améliorée dans le groupe cannabinoïde. Donc des résultats encourageants. Les effets secondaires, toujours aussi, à peu près aussi fréquents, à peu près les mêmes. C'est essentiellement des problèmes de fatigue ou de somnolence et de perte d'appétit qui posent souci, plus des problèmes digestifs. Là-dessus, il y a une seconde étude qui a embrayé, qui vient d'être publiée là, en début d'année. C'est la même méthodologie, donc une méthodologie qui est solide, et qui s'intéresse à un autre syndrome sévère, qui est le syndrome de Lennox-Gastaut, et qui montre en fait des résultats à peu près similaires. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de crises encore là, donc 144 crises au total par mois, beaucoup de traitements essayés, et les résultats grosso modo, c'est qu'on a là encore à peu près 20% de diminution de la fréquence des crises, donc des choses qui sont intéressantes. Les effets secondaires, on les a après là, c'est à peu près les mêmes, et ils ont de nouveau fait le score d'impression clinique qui avait tendance à être meilleur, donc plutôt une légère amélioration ici, chez les patients qui prenaient du cannabidiol plutôt qu'un placebo. Alors attention, ça reste bien sûr subjectif, donc il y a des biais, bien sûr, quand on est dans une essai clinique, on va porter un peu d'espoir dans cet essai-là et peut-être surcoter un peu l'amélioration dans les deux groupes. Parce qu'on voit dans les deux groupes, il y a plus d'amélioration que d'aggravation. Donc, grosso modo, on a ces deux études-là qui nous montrent que le cannabidiol peut avoir un effet dans ces deux syndromes épileptiques. Et donc, c'est des études bien faites qui ont un niveau de preuve qui est très intéressant. Là, on parle de 300 patients et quelques dans chacune des études. Donc ça, c'est important. Par contre, ce que je voulais quand même mettre en perspective, c'est que malgré tout, ça ne reste pas un traitement miracle, puisque j'ai mis ici les pourcentages de diminution de fréquence des crises selon les derniers, grosso modo, les derniers traitements qui ont été développés et les pourcentages qu'on avait. Et vous voyez que les pourcentages qu'on obtient, ils sont grosso modo assez proches. Donc ça va marcher chez les patients qui n'ont pas répondu à des traitements jusqu'à présent, donc ça c'est très intéressant. Par contre, ça marche à peu près pareil que ce qu'on a vu dans les dernières études sur les autres traitements. Donc une option intéressante, mais pas miraculeuse si on veut résumer un peu les choses. Donc où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? L'efficacité est prouvée, je vous rappelle que c'est limité à certains syndromes, pas d'effet miracle, donc ça c'est assez rare. Il y a des effets secondaires quand même, même si c'est dérivé d'une plante. Et bien sûr, on ne peut pas extrapoler à l'heure actuelle au niveau scientifique ces résultats-là à d'autres types d'épilepsie, puisqu'il n'y a pas eu d'études dans d'autres types d'épilepsie pour le comparer. Et on ne peut pas non plus l'extrapoler en première intention. Parce qu'on vaut mieux donner tel traitement ou du cannabidiol en première intention, on n'a aucune étude. On ne peut pas du coup conclure là-dessus. Donc ça, c'est un premier point. Et par contre, il y a des questions qui persistent. Le problème, c'est que la pharmacologie, c'est une molécule qui n'est pas si facile à manier de ça. On a du mal à avoir des concentrations efficaces régulièrement. Finalement, le mode d'action, il n'est pas si simple que ça, puisqu'il ne se fixe pas sur le récepteur CB1 qu'on connaît au niveau du système nerveux central, le cannabidiol. C'est une mode d'action qui est autre. Et, autre problème, il interagit pas mal avec les autres antiépileptiques. Il augmente certaines doses d'autres traitements qui peuvent être sédatifs, ou qui peut avoir d'autres effets secondaires. Donc la maniabilité de ce traitement-là sera aussi à voir dans le futur. Voilà pour le cannabidiol, qui est quand même porteur d'espoir dans ces syndromes très sévères. L'autre nouveauté qui est également sortie et qui est intéressante conceptuellement, c'est l'étude de l'éverolimus. C'est intéressant parce que c'est ciblé sur un mode de dysfonction dans une maladie particulière, qui est la sclérose tubereuse de Bourneville. Grosso modo, le principe, donc la sclérose tubereuse de Bourneville, c'est une maladie que nous on dit multisystémique. Grosso modo, ça veut dire que ça peut toucher plusieurs organes, le cerveau, la peau, le rein. Ça varie selon les patients et elle est liée à des mutations génétiques sur des gènes que je ne vais pas détailler ici. Et ces mutations génétiques vont perturber des voies de fonctionnement dans la cellule que je ne vais pas détailler, mais qui sont essentiellement les voies mTOR. Et là, on a un traitement qui va spécifiquement aller cibler cette voie-là. Donc l'idée, c'est d'aller agir directement où agit la mutation génétique. Donc c'est pas un traitement qui est nouveau parce qu'il est utilisé dans d'autres indications que l'épilepsie auparavant, mais c'est les premières études sur l'épilepsie très clairement. Et donc, là encore, c'était des patients qui avaient du nombre de crises plutôt sévères. Et je vais aller directement au résultat, et là encore c'est intéressant puisque cette étude a montré qu'il y avait une efficacité supérieure au placebo. Le plus simple c'est de se mettre sur ce graphique-là. Ça c'est le pourcentage de diminution de crise sous un placebo, on voit encore qu'il y a 15% là. Et ça c'est le pourcentage de réduction sous ce nouveau traitement, donc 40%, donc on a une différence de plus de 20%, 25% qui est significative. Donc l'éverolimus a permis de diminuer la fréquence des crises chez ces patients-là. Donc il y a un effet sur l'épilepsie
en soi, et donc ça, c'est intéressant. Bien sûr, il y a problématique d'effets secondaires dans ces traitements-là aussi. Le plus problématique, c'est souvent des problèmes de stomatique, donc d'infection au niveau, pas d'infection, d'inflammation au niveau de la bouche. C'est ça qui peut être le plus problématique, globalement. Mais c'est intéressant parce que c'est un traitement qui semble plus ciblé sur certains types d'épilepsie. Enfin, niveau médicaments, j'avance un tout petit peu. Il y a une molécule dont les études ne sont pas sorties l'année dernière, mais qui a eu l'AMM et qui est en attente de commercialisation, qui est le briveracetam, qui est un dérivé du Keppra avec une plus haute affinité, en fait, et donc qui a prouvé qu'il était plus efficace que le placebo ici, si on regarde juste les groupes, avec des effets secondaires que je ne vais pas détailler. Et donc, on est en attente de disponibilité en France. Donc, ça fera partie des nouveaux traitements qu'on pourra proposer éventuellement. Et enfin, juste des resituations d'indications. L'acosamide, le Vinpat et l'esticarbazépine, le Zébinix peuvent être utilisés maintenant en première intention, alors qu'avant on ne pouvait que les associer. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'on a plus de choix en première intention chez les patients, donc ce sera peut-être bénéfique pour avoir des traitements avec moins d'effets secondaires. Ça, il faut qu'on voit, mais on a plus de choix pour le moment. Donc si on récapitule les nouveautés, je voulais refaire un schéma de perspective, on voit qu'on reste à peu près sur les mêmes niveaux d'efficacité, mais ça nous rajoute des options, donc cannabidiol, everolimus, briveracetam, ça nous a rajouté des options dans des syndromes épileptiques particuliers, mais c'est bien sûr intéressant et une bonne nouvelle. Ensuite, il y a des nouveautés également côté chirurgie de l'épilepsie, qui est bien sûr pas possible chez tous les patients, mais que je vais redétailler un petit peu. Donc je vous rappelle toujours le problème. On a un tiers des patients qui malheureusement vont avoir des crises malgré un traitement bien conduit. Et malheureusement, lorsqu'on a essayé déjà 2 médicaments, le pourcentage de chances qu'un essai d'un 3e, un 4e ou un 5e arrête complètement les crises, pas diminue la fréquence, est assez faible. Il est autour de 5% à peu près. Dans ces cas-là, il peut de temps en temps, chez certains cas bien sélectionnés, proposer des techniques chirurgicales, dont il en existe en fait 2 grands sous-types, des techniques de résection des zones épileptiques ou des techniques de stimulation cérébrale pour désorganiser les activités épileptiques, grosso modo. Donc ce petit graphique, c'est pour vous rappeler que, bien sûr, tout le monde n'est malheureusement pas traitable avec ce type de technique-là. Vous voyez d'où on part, des patients résistants, on va dire 60 000. Malheureusement, il y en a une grosse partie qui n'est pas référée dans les centres de référence, et donc il n'y en a qu'une sous-proportion qui est évaluée de manière extensive. Et puis après l'évaluation, il y en a encore une plus petite proportion qui peut être opérée. Donc tout le monde n'est pas forcément opérable. Selon un type de chirurgie ou un autre. Mais ça fait partie des options qu'on a lorsque c'est résistant au traitement. Et c'est bien démontré dans la littérature qu'il y a une efficacité, ça c'est la dernière étude chez l'enfant l'année dernière, qui montrait bien que dans le groupe avec chirurgie d'exérèse versus le groupe avec traitement, c'était plus efficace. Alors, dans ce parcours chirurgical, il faut parfois passer par la SEEG, qui fait partie du bilan, où on a besoin d'explorer et de trouver les zones épileptiques à l'aide d'électrodes intracrâniennes. Et ça fait partie de la décision chirurgicale pour décider des zones épileptiques qu'on doit aller opérer après. Jusqu'à relativement récemment, ce n'était pas un traitement en soi, cette exploration-là. Et par contre, c'est pas nouveau de l'année dernière, mais ça fait plusieurs années qu'on peut proposer maintenant un premier axe de traitement lors de cet examen-là, qui s'appelle les thermocoagulations. Donc le principe, cet examen il est fait bien sûr pour aller après la chirurgie, mais on peut profiter de l'examen sans rajouter d'électrodes en plus, sans rajouter d'anesthésie générale en plus, sans faire de choses supplémentaires. On peut utiliser les électrodes pour créer des petites lésions, comme on voit ici, des zones épileptiques. C'est comme une mini-chirurgie qu'on peut faire déjà directement à l'intérieur. Et le principe, c'est de générer des radiofréquences entre 2 zones de l'électrode. Ça fait une petite élévation de température, ça fait comme une coagulation, une cautérisation, ce que font les chirurgiens pendant les gestes opératoires des fois. Et ça permet d'avoir des lésions comme ça, très ciblées, sans avoir à aller faire une chirurgie conventionnelle, où il faut ouvrir, bien sûr, la boîte crânienne et aller dans cette zone. Et donc, on commence à avoir plus de recul sur cette technique, et il y a des études, donc si on récapitule, sur plus de 200 patients qui montraient un peu l'efficacité de cette technique-là après la SEEG.
Donc on voit qu'il y a une petite proportion de patients qui a même une disparition de crise après cet examen-là. Le plupart du temps, c'est transitoire, parce que vous voyez, donc en bleu, c'est à 2 mois, il y a un patient sur 4 qui n'auront plus de crise. À 1 an, malheureusement, c'est un patient sur 10. Mais si ça tombe sur le bon cas, bien sûr, 1 sur 10 pour un patient qui n'a plus de crise, pour lui, c'est 100%. Il n'y a plus de crise, c'est un résultat intéressant. Au niveau de diminution de 50% de la fréquence des crises, on a des résultats intéressants, on va se mettre tout de suite au long terme. Donc à 1 an, c'est environ 50% des patients qui pourront avoir une diminution de la fréquence de crise significative. Donc ça, c'est déjà un point qui est pas inintéressant. Ce chiffre-là, il est plus compliqué à interpréter puisqu'on est à 10 ans et donc il y a beaucoup de patients perdus de vue. C'est plus compliqué à interpréter. Au niveau sécurité, les effets secondaires possibles, ça peut être de déclencher une crise habituelle, bien sûr, à la stimulation de cette zone-là, comme ça peut exister en SEEG. Et il y a un risque qui est faible et contrôlable, puisqu'on va, avant de faire les thermocoagulations, vérifier bien sûr la zone où on va le faire, d'avoir un déficit neurologique qui est la plupart du temps transitoire, qui va récupérer lié à l'œdème. Donc ça, c'est au niveau des effets secondaires potentiels. L'intérêt, je vous le répète, c'est qu'on n'a pas besoin de faire une intervention en plus. On n'a pas besoin de faire une anesthésie générale pour faire les thermocoagulations pendant. On peut surveiller en direct sur le EEG et cliniquement est-ce qu'il y a un problème et arrêter tout de suite la procédure ou pas, ce qu'on ne peut pas faire quand on fait une anesthésie générale où on n'a pas de EEG par exemple. Et ça nous permet d'améliorer déjà les crises chez un nombre significatif de patients. Et de toute façon, ça n'empêche pas une chirurgie. On peut imaginer très bien qu'il y a une amélioration des crises, puis elles reviennent, et qu'il y a une chirurgie qui est proposable, ça n'empêchera pas du tout de faire une chirurgie après ce geste-là. Et ça a des intérêts également plus ciblés, c'est-à-dire qu'on peut proposer des solutions chez des patients qui finalement ne pourront pas être opérables, puisque la zone est proche de zones cérébrales qui sont très fonctionnelles, qu'on ne pourrait pas opérer. On peut aller faire des petites lésions parce qu'elles sont plus petites que la chirurgie, ou on peut agir sur des zones multiples. Si c'est des zones très distantes, on peut essayer d'agir sur des zones multiples. Ça, il faudra des études pour bien démontrer tout ça, mais c'est une perspective qui est intéressante chez certains patients ou chez qui la chirurgie classique est un petit peu limitée, si vous voulez. Ensuite, il y a les techniques de neurostimulation, qui sont des techniques dont plus de patients peuvent disposer, mais qui ont une efficacité plus faible que les techniques de chirurgie classique. Et grosso modo, maintenant, il y a 3 cibles. La cible principale, c'est la stimulation du nerf vague. Ça fait des dizaines d'années que c'est développé, qu'on connaît bien. Il y a également maintenant des stimulations cérébrales profondes, dont je vais un peu vous parler, et même, mais uniquement aux États-Unis, des stimulations directes de la zone épileptique. Donc là aussi, ça a évolué. Le premier point un peu plus simple, c'est qu'on reprend le principe de la stimulation du nerf vague. Et maintenant, il y a une nouvelle génération de stimulateurs du nerf vague dont le principe est de stimuler après avoir détecté une crise. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que la stimulation ne se fait pas à l'aveugle un peu tout le temps, elle se fait comme ça, mais en plus elle peut stimuler s'il y a une crise qui est détectée. Et donc le principe, il est assez simple, c'est on va détecter la fréquence cardiaque, et s'il y a une grande augmentation de la fréquence cardiaque, comme ça peut arriver lors des crises, ça va envoyer une stimulation à ce moment-là dans le but de diminuer la crise ou de l'arrêter. Et ça, c'est pas inintéressant. Bien sûr, s'il n'y a pas d'accélération de la fréquence cardiaque sur la crise, ça ne pourra pas la détecter et pas stimuler. Donc il y a eu des études qui ont démontré que ça détectait environ 80% des crises avec accélération cardiaque, donc ça c'est pas trop mal. Et puis la stimulation peut arrêter un arrêt de la décharge, c'est pas tout le temps, mais ça peut être intéressant chez certains patients. Donc ça, c'est pour la stimulation avec enregistrement cardiaque. Le mécanisme, il est exactement le même que les autres stimulations cardiaques. Il y a un petit boîtier qui calcule le cœur avec 2 petites électrodes. C'est pas plus compliqué, techniquement. Ensuite, il y a des études maintenant sur la stimulation cérébrale profonde. Le principe, c'est qu'en fait, le stimulateur du nerf vague, l'information va remonter par le thalamus, qui est une zone cérébrale que je ne vais pas détailler. Et donc l'idée a été de stimuler directement cette zone-là, comme ça peut être fait dans une autre zone du cerveau, dans la maladie de Parkinson, depuis 30 ou 40 ans. Et donc il y a des études, essentiellement aux États-Unis, qui ont regardé si la stimulation cérébrale profonde avait une efficacité sur la fréquence de crise, et ont démontré que ça pouvait être intéressant. Donc vous avez envers les patients chez qui on a allumé le stimulateur, donc en fait il y a 3 mois où on allume ou on n'allume pas le stimulateur, et c'est comme ça qu'on compare, puisqu'il y a une intervention chirurgicale qu'il faut qu'on compare. Lorsqu'on l'allume, on a une plus grande diminution de crise que lorsqu'on ne l'a pas allumé. Vous voyez, on a gagné quasiment 25% de diminution de la fréquence des crises. Donc ça fait partie des options qui peuvent être proposées, par exemple chez un patient chez qui la stimulation du nerf vague n'a pas marché. C'est une étape encore supplémentaire, une option en plus qu'on pourrait proposer. Au niveau français, il y a une étude qui est quasiment finie, ou finie même, dont on aura les résultats dans pas très longtemps, j'imagine.
Et enfin, ça c'est uniquement pour vous en parler un peu comme ça, parce que ce n'est pas disponible en France, il n'y a pas d'études actuellement en France, c'est uniquement aux États-Unis. L'idée est de mettre les électrodes directement sur les zones épileptiques pour détecter le début des crises et envoyer une stimulation pour essayer d'arrêter la crise au moment donné où elle débute à l'intérieur directement. Alors, le premier point, c'est que c'est une procédure plus lourde, parce qu'il faut mettre plus d'électrodes, il y a des boîtiers à fixer qui sont plus gros, donc c'est un peu problématique. Par contre, les taux de répondeurs sont très intéressants quand même, puisque vous voyez qu'il y a 55% des patients qui ont pu répondre. Et surtout, on peut le faire dans des zones qui sont fonctionnelles, par exemple des zones de la motricité. On ne peut pas opérer parce que ça va donner un déficit moteur. On peut les stimuler dans ces zones-là et arrêter les crises dans ces zones-là, potentiellement. Mais comme je vous dis, pour le moment en France, on n'en est pas là. Enfin, je parlais un tout petit peu du cerveau virtuel dans l'épilepsie. Le professeur Bartholomé vous a détaillé un peu le schéma de l'étude. Je vais juste parler des concepts, puisque ça va se développer là dans les futures années. Bien sûr, on n'a pas de résultat encore. Le principe de base, c'est d'utiliser l'anatomie individualisée de chaque patient. Parce que chaque cerveau humain est différent et n'est pas connecté pareil que mon voisin ou ma voisine, bien sûr. Donc on va se servir de l'IRM, qui nous permet de voir comment un cerveau est connecté, pour reconstituer les connexions entre les aires cérébrales d'un patient et la morphologie du cerveau d'un patient. Là-dessus, on peut utiliser maintenant, parce que ça fait beaucoup de progrès, des modèles mathématiques de l'activité cérébrale qui nous permettent de reproduire ce qui peut se passer au niveau du cerveau. Et lorsqu'on met ces deux choses-là ensemble, on peut faire un modèle, un cerveau virtuel, entre guillemets, du patient ou pas du patient, qui va avoir un fonctionnement un peu autonome. C'est-à-dire que cette zone-là va faire son activité, puis communiquer avec celle-là, peut-être un peu moins avec celle-là, et évoluer au fur et à mesure. Ça, c'est le principe de base en dehors de l'épilepsie. Dans l'épilepsie, ce qu'on peut faire, c'est voir dans ce cerveau virtuel qu'est-ce qui va se passer au moment d'une crise. Où est-ce qu'elle va aller, où est-ce qu'elle va ne pas aller, comment est-ce qu'on pourrait l'arrêter potentiellement. Donc on se sert de ce cerveau virtuel qui a été réalisé à partir de l'IRM. On peut mettre les données des crises, c'est-à-dire en EEG, je vois qu'elle débute en avant à droite par exemple, donc je dis que ça va débuter là, et regarder ce qui va se passer au niveau du modèle. Et donc le principe, c'est qu'on pourra faire des simulations de comment s'organisent les crises dans ce cerveau virtuel pour avoir une meilleure idée d'où ça se passe. Grosso modo, nous, si on fait un enregistrement d'1 ou 2 semaines, là on pourra faire, je sais pas moi, des milliers de simulations pour voir est-ce que ça s'organise toujours pareil les crises, est-ce qu'on n'a pas oublié une zone qu'il fallait considérer en plus. Et donc le but du jeu, c'est que ça nous aide peut-être à mieux localiser les crises dans le but de mieux cibler notre chirurgie. Et ça, c'est le but initial du RH. Après, on pourrait également, dans le futur, essayer de simuler carrément une chirurgie. On enlève cette zone-là qu'on a pensée épileptique et on voit si ça marche ou pas. Et on voit s'il y a un déficit ou pas. Pour le moment, à l'heure actuelle, on n'en est pas là. Mais le principe global, c'est ça, et c'est assez porteur d'espoir dans le domaine de la chirurgie de l'épilepsie. Donc ça, c'est juste un exemple, comme quoi on peut simuler l'organisation d'une crise, où on voit certaines zones qui vont faire des crises, d'autres les propager. Dans un cerveau virtuel d'un patient, ça a déjà été fait de manière rétrospective, sur des données qu'on avait avant. Il y a des études qui montrent que c'est faisable et que ça marche et c'est intéressant. Voilà où on est. Et je m'arrêterai là, je suis dispo pour vos questions.